courage, pied droit, reflet de volonté. Toute confession, sans distinction, fils de pionnier. Pied droit, c'est notre seul bagage. Pied droit, voilà notre fierté. Rien ne pourra faire oublier notre passé. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Au Forum des Rapatriés. Depuis le 31 octobre 2014, les 8 premiers au Forum des Rapatriés ont permis finalement de présenter de nombreux aspects et personnalités de l'histoire des Français rapatriés. Au total, 420 000 familles représentant 1,5 million, 1,4 million Français dans les années 60 et aujourd'hui, selon les instituts politiques, de l'ordre de 3 millions d'électeurs et leurs descendants, c'est tout cela, à fait. Bernard-Colle ? Bonsoir Martial. Tout à fait, la communauté rapatriée représente l'équivalent d'ailleurs de nombreuses communautés françaises comme les Alsaciens, les Bretons, de l'ordre de 3 millions de personnes. Pour ce 9e au Forum, nous sommes heureux d'accueillir dans notre première partie comme invité. C'est vous qui l'avez choisi, alors je vous laisse le présenter après tout. On ne présente plus Pierre Pinatel, mais notre ami est né à Apt, dans le Vaucluse. C'est un caricaturiste français, bien que l'étiquette de droite vous soit souvent mise, vous n'avez adhéré à aucun parti et vous n'êtes pas membre d'un mouvement quelconque. Comment vous situez-vous dans le panorama des caricaturistes français dont les beaux jours ont eu lieu sous la 4e et la 5e République avec un certain nombre de dessinateurs célèbres. Sénep, Eiffel, bien sûr, Soupeau, puis sur la 5e République, je pense à Moisan, Faisan, et puis plus récemment, 13, Wolinski, Conque, Ignace, Miège, Charles et Pinatel. Voilà. Alors, comment vous vous situez dans ce panorama de ces grands dessinateurs? Quand je vous ai donné cette liste. C'est difficile de se situer. En général, ce sont les gens qui nous situent. Alors moi, on me situe à la droite. Quand on me cite, on dit le très droitier Pinatel, ce qui ne me gêne absolument pas. Voilà. Autrement, me situer, Par le trait, c'est-à-dire par la façon de dessiner, qui est une façon très spécifique, très particulière. Il y a deux sortes de dessinateurs. Il y a les dessinateurs sérieux et les dessinateurs drôles. Voilà. Moi, je suis dans les dessinateurs plutôt drôles, ne serait-ce que par le trait. Mon trait n'est pas sérieux. Vous voyez. Donc, comme de même, quand mon accent m'empêche de faire des grandes tirades lyriques, mon trait n'est pas sérieux, je suis obligé de me cantonner dans le... Par contre, il y avait des dessinateurs qui sont des dessinateurs sérieux, c'était par exemple Forain, c'était Char, souvent, qui est très, très polémique, sans être forcément comique. Moi, je cherche à amuser les gens, je ne cherche pas à les convaincre. Les idées politiques qui peuvent se trouver derrière mes dessins, elles sont comme ça parce que je suis comme ça. Parce que chez un artiste, quel qu'il soit, ses idées, ses opinions, quand même, transpirent à travers son œuvre. Et vous maintenez une tradition que je trouve remarquable, parce qu'elle tente à disparaître, c'est de jouer des jeux de mots. Oui, mais voilà. C'est pas. Je suis content que vous disiez le jeu de mots et non pas le calembour. Parce que le calembour, c'est quelque chose d'idiot. C'est comme en mâture de poil et toi le matelas, ça c'est le jeu de mots, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Tandis que le jeu de mots, c'est au contraire quelque chose qui a un double sens. Je prends un exemple, par exemple, dans mes jeux de mots, j'ai fait Chirac, un grand dessin avec Chirac, mais avec l'animal Chirac, qui commence, il a un âne, et ça se termine, c'est en queue de poisson, un thon, c'est un thon, parce qu'on l'appelait le hanneton. Bon, et bien voilà, c'était le hanneton, c'est-à-dire, il débute par des âneries et il finit en queue de poisson. Voilà, ça c'est un jeu de mots, c'est pas un calembour. Alors depuis 60 ans, est-ce qu'il faut que je rappelle ce chiffre-là, depuis 60 ans, vous croquez dans tous les sens du terme d'ailleurs, le monde politique et artistique, pour un grand nombre de journaux parisiens et puis aussi régionaux. Votre carrière, elle commence à Dimanche Matin, c'est en 1953. Oui. Mon premier dessin est paru
c'est en 1951, juste en 1950, en décembre 1950, quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait 2 affiches pour Paix et Liberté, le mouvement anticommuniste qui était fondé, dirigé par un député radical de Seine-et-Oise, c'est comme ça, Paix et Liberté. Sénep avait fait de très grandes affiches. Je suis arrivé dans Paris, je voyais ces affiches magnifiques de Sénep. Et donc je suis allé les trouver, j'ai placé 2 affiches, ça a été mes 2 premiers. Mon premier dessin est paru alors dans les années 40, 49, j'étais au lycée à Digne, et j'avais fait l'équipe de football, mais c'était dans la Marseillaise, le quotidien communiste du Midi. Alors, vous avez quand même poursuivi avec de meilleures fréquentations. Oui, voilà. Aux écoutes, combats, charivari, puis minutes, dont vous êtes, et vous allez devenir le caricaturiste vedette durant les années 60 et 70. Puis après, votre Pinatel Scope occupera la dernière page du journal. Ça sera après dans National Edo qu'on retrouvera pendant 8 années vos caricatures. Voilà, pendant 15 ans à minutes, et puis après à National Edo. Au total, on a fait un compte, je crois, Bernard, c'est vous qui l'avez fait, plus de 20 000 dessins politiques. On l'a fait ensemble. Oui, je crois que vous n'avez pas compté. On l'a fait ensemble. Ça m'est arrivé de le faire. Je veux dire, quelqu'un qui a travaillé comme moi, à la fois dans des quotidiens, des hebdomadaires et tout, je pense que ça doit être à peu près ce que fait un dessinateur dans sa vie. Il doit faire. Alors là-dessus, s'il faut récolter que le bon, ça ne doit pas faire beaucoup, mais enfin, quand même, voilà. Quelle est cette origine, quand même, de cette vocation? Est-ce que c'est vraiment une vocation d'être celle de caricaturiste? Comment c'est né? Oui, elle est venue de mon père, qui est d'abord, premièrement, il avait vécu aux États-Unis de 1911 à 1913. En 1914, il est revenu où il s'était installé aux États-Unis. Il est revenu que pour faire la guerre de 14. Et il était l'Action française, et surtout, il lisait Candide. Et je me souviens que chaque semaine, je voyais les magnifiques pages de Candide, qui étaient occupées par Sénep. Il y avait une page entière. Et ça m'a donné envie, voilà. Et après, c'est dans les gènes, c'est-à-dire qu'on commence à faire, on est à l'école, on fait les professeurs. C'est l'actualité. Alors d'abord, c'est l'actualité scolaire, après l'actualité universitaire, l'actualité politique. J'ai fait aussi l'actualité théâtrale, aussi pour combat, vous voyez. Comment se fait-il que vous en soyez venu à un engagement politique qui vous a coûté, sous la Ve République, de nombreux déboires? Oui, alors là, la notoriété d'ailleurs en retour. Alors là, c'est le hasard le plus total. Parce que mon père était monarchiste. Moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas d'idée particulière. Le mot socialiste, je trouvais ça très agréable, très joli. Le mot social, c'est une invention formidable, ce mot, le socialisme. Donc je me serais dit de gauche, même ça ne me gênait pas. Quand je suis arrivé à Paris, c'était en 1950, il y avait une floraison de journaux dès la Libération. Et il y a toute une génération, dont la génération Faisan, Bellus, etc., qui se sont mis dans les journaux. Et les meilleurs, comme je citais Bellus, Faisan, Hervé, ces gens-là ont fait leur chemin, et après les journaux, les uns et les autres sont tombés, mais les places pour les caricaturistes, il n'y en avait plus du tout. Donc chaque fois qu'un journal se créait, j'allais le trouver et j'essayais. Et donc c'est comme ça qu'un jour, je vois un petit journal qui paraît, dimanche matin, j'y vais, et c'était Roger Capgras, qui était le fils d'un député socialiste des Pyrénées, qui lançait ce jour-là. Et au fond, c'était un homme très marrant, très habile, je lui dois beaucoup, puisqu'il m'a fait confiance tout de suite. Et puis, il savait qu'on pouvait faire un journal avec pas beaucoup d'argent, grâce aux excellents journalistes qui étaient, au fond, sapés par la Libération. C'est ainsi que se sont retrouvés dans ce journal Pierre-Antoine Cousteau, il y avait Jean Lousteau, qui allait devenir ensuite le bras droit à Valeurs Actuelles, Bragard Bourgine, il y avait Lucien Rebatté, j'ai connu tous ces gens-là. Je ne savais même pas qui c'était. Rebatté, je savais qui c'était parce que
pour gagner ma vie, quand je suis arrivé à Paris, il fallait bien que j'ai été employé dans une librairie et venaient de sortir les 2 étendards. Et alors je voyais les gens qui en parlaient, je trouve comment il paraît. Bref, c'était l'événement, les 2 étendards rebattaient. Et moi j'ai connu tous ces gens-là, je me suis aperçu déjà que je n'ai jamais vu par la suite, jamais vu dans la presse des gens aussi joyeux que les anciens condamnés à mort. Une de vos cibles préférées, puisqu'on va parler de condamnation à mort, c'est le général de Gaulle. Qui sortait de prison. Pourtant, en 1957, de Gaulle écrit à votre éditeur, à l'occasion de la sortie de ce premier album que j'ai entre les mains, notamment une réédition qui s'appelle La Troisième Empire. Je le cite, les dessins de Pinatel sont à la fois drôles et mélancoliques comme la vie elle-même. Un bel éloge. Et oui. Vous l'avez conservé, cet éloge? Et non, parce que je vais vous expliquer comment ça s'est passé. L'album avait été édité par un éditeur tout à fait nouveau qui s'appelait Georges Burnier. C'était un ami d'André Figueras. Donc, j'ai eu le privilège d'avoir, finalement, avant d'avoir fait un album, d'avoir un éditeur. En fait, cet éditeur s'était fait déjà pour le retour de Gaulle. Il préparait, il était plus ou moins barbouze. Vous voyez, quand j'étais dans son bureau, toutes les 2 secondes, il téléphonait à Roger Frey. Voilà. Donc, quand j'ai fait cet album, sur la 4e République, et il a envoyé le numéro 0 à De Gaulle, le numéro 2, et il voulait que et moi, naïvement, j'avais fait tellement de dessins, des fois, de mise en boîte sur De Gaulle. Je m'imaginais que quand on a fait des dessins contre quelqu'un ou pour le mettre, on va pas faire. Donc j'ai pas voulu faire la dédicace. Et c'est pour ça que De Gaulle a répondu directement, non pas à moi, mais c'était à Burnier. C'est pour ça que vous lui en avez tenu rigueur, parce que ensuite, le général de Gaulle, vous n'allez pas le lâcher, c'est le moins qu'on puisse dire. En 68, vous connaissez même un grand succès, très grand succès, en étant condamné pour offense au chef de l'État. Oui, si on peut considérer qu'une condamnation est un grand succès, parce que... Ah ben ça vous fait connaître partout, honnêtement, ça vous a servi, cette condamnation. Ça m'a fait connaître partout, et comment dirais-je, c'est vrai que je suis dans les dictionnaires, uniquement au fond parce que c'est vrai, c'est une médaille qu'il m'a donnée pour un dessinateur, il y en a, c'est assez rare. On me dirait ça aurait pu être pire, comme mes pauvres confrères de Charlie qui ont reçu une médaille de taille supérieure, mais voilà. Et c'est en fait... Je suis devenu, j'ai attaqué De Gaulle là. Ensuite, parce que c'est lui qui était au pouvoir, donc j'attaque qui est au pouvoir. Il faut dire que les... Bernard, vous avez les preuves de l'offense. Il faut dire que les légendes de ces cendriers sont assez cocasses. Devenu cendrier, le général connaît enfin le feu. Parce qu'en fait, ce sont sur des cendriers, vos dessins sont reproduits sur des cendriers. Voilà. Ou un général qui n'est décidément à l'aise que dans les cendres, etc. Mais donc, écoutez, le plus curieux, c'est que lorsque j'ai été pour ce cendrier aussi, j'ai été poursuivi, c'était en 66, ou un peu plus tard. Enfin, en 68, je devais passer. En mai 68, j'étais convoqué devant la justice. J'arrive au palais de justice, complètement vide, pourtant c'était ouvert. Je rentre dans les bureaux, personne. Et par la fenêtre, on voyait fumer les cendres des barricades place Saint-Michel. Alors, mon machin n'était pas... Mon cendrier n'était pas si mal. Oh, oui, déplacé que ça. En 66, vous avez été également condamné pour 3 dessins parus dans votre propre revue, Le Trait, que j'ai ici. La voici, elle était au prix de 2 francs. Quand je sais que vous avez été condamné pour le cendrier à 10 000 francs, on peut voir ce que ça représentait, parce que là, c'était 2 francs. Hein, le mais ce qui est le plus curieux, c'est que moi, je suis condamné naturellement en tant que dessinateur, et puis, en tant que directeur de la publicité, de la rédaction, de la publication, puisque c'est moi, mais on n'a jamais poursuivi un imprimeur. Or, dans l'affaire Les Cendriers, ils ont poursuivi et condamné le fabricant de cendriers. Et vous avez répliqué en faisant toute une série de carreaux dans votre cuisine. Oui, j'ai fait toute une série de carreaux dans ma cuisine, qui sont voilà, maintenant c'est un cimetière. Des caricatures d'hommes. Des caricatures de tous les hommes politiques. Et j'avais envoyé dans la presse, j'avais fait un communiqué pour fêter mon dépucelage judiciaire pour offense publique au général de Gaulle.
ben, j'allais présenter mes offenses privées au général de Gaulle sous forme des carreaux de ma cuisine. Il y a eu beaucoup de monde qui est venu là. Il y a eu Héritier Chivillancourt qui est venu. Et puis j'ai vu se pointer, ça a été un grand plaisir pour moi, Moisan, le grand Moisan du Canard enchaîné. Mais je pense qu'il a été content parce que quand je l'ai vu, je suis allé à ma bibliothèque, je lui ai sorti son album, La Cour, qu'il m'a dédicacé. Et il était avec le chansonnier Charles Bernard, qui faisait les contes du Canard enchaîné, avec qui j'ai sympathisé, et nous sommes restés amis avec Charles Bernard jusqu'à sa mort. Et vous avez demandé à la justice de saisir les murs. Les murs de la cuisine. Mais je ne me souvenais absolument plus de tous ces détails. Et puis il y a Robert Cariot, qui était le chroniqueur judiciaire du Monde, qui a fait un bouquin qui s'appelle toujours, qu'on trouve d'ailleurs chez Livre à Livre, qui s'appelle Le général en correctionnel. Et là, il relate les 387 procès politiques qui ont été faits aux journalistes. Et alors lui, c'était le chroniqueur, tout était noté. Je me suis amusé de retrouver des détails que j'avais complètement oubliés. Est-ce que vous en preniez au général de Gaulle? On le voit dans le trait, poudre de Kremlin-Papin, donc là c'est son rapprochement avec l'Union soviétique. Est-ce que vous en prenez au général de Gaulle parce que c'est le chef de l'État et vous en êtes toujours pris au puissant? Est-ce que parce qu'il est un homme politique qui mène une vision internationale géopolitique qui ne vous convient pas, ou c'est parce que c'est tout simplement le bradeur de l'Algérie? C'est-à-dire que je le fais automatiquement, je me l'attaque uniquement en tant que chef de l'État, mais pour être drôle. Or, c'est vrai qu'il y a certains dessins qui sont un peu au-delà. Mais ça, c'est parce que moi, je ne suis pas pied noir. Votre femme est... Ma femme est née à Oran. Colette, oui, elle est venue en France après assez tôt, mais enfin bon, ma femme. Donc, ce que je n'ai pas admis, c'est la façon dont l'Algérie française a été liquidée. Qu'on garde ou non l'Algérie française, je m'y attendais à ce qu'un jour ou l'autre, ça soit... Bon. Donc, je comprends que l'homme politique ait pu décider, mais pas en gonflant le moral des gens avant. Enfin, il a carrément donné sa parole. Moi, vivant, jamais le drapeau FLN flottera sur Alger. Vous êtes ici pour aujourd'hui et pour toujours, etc. Ça, le mensonge, non. Voilà. C'est ce qui m'a fait aller contre... le général de Gaulle. Je regardais votre plaquette de présentation de caricaturiste, une plaquette que je connais bien, et en fait, vous avez fait un métier remarquable, là aussi, qui est en voie de disparition. C'était un peu à la façon de Piem et de bien d'autres, c'est-à-dire caricaturiste, faire des dessins, des caricatures dans les cabarets, à la seconde et à la demande, si j'ose dire. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était là aussi un tour d'horizon des principaux hommes politiques, en donnant soi-disant une explication politique à leur physique. Et voilà, ça permettait d'envoyer des vannes. C'est un tour qui marchait très bien. Et le gros avantage du spectacle, c'est que lorsque vous pouvez être dans un cabaret et dont le patron n'apprécie pas ce que vous faites. Bon, seulement il est derrière le rideau, et quand il entend une salle rire à gorge déployée pendant 20 minutes, eh bien, il se dit, bon, ben, ça marche, et il vous engage, il vous réengage. Dans un journal, c'est pas ça, vous dépendez d'un rédacteur en chef. Ce rédacteur en chef, vous lui plaisez ou vous lui plaisez pas, si vous lui plaisez pas, vous lui plaisez pas. Alors, je reviens à ce que j'aime pas avoir tort, mais je vous ai vu, moi, faire. Vous croquiez quand même les invités au fur et à mesure, comme ça. Voilà, ça c'est une autre chose. Oui, non, mais j'ai pas totalement tort. Non, pas du tout, pas du tout. Mais ça, c'est l'événementiel, c'est-à-dire c'est pas dans les cabarets. Ça, je l'ai jamais fait dans les cabarets. C'est uniquement les grandes sociétés, comme par exemple quand le World 7 ou World 8 est venu, avec c'était une immense manifestation sous l'arc de la Défense avec des milliers de... Voilà, là on est engagé pour une soirée. Intervenez comme animateur de voilà, soirée. on fait partie, on fait des... Mais, si vous voulez, c'est du domaine de la publicité, beaucoup plus que du spectacle. Dans l'ensemble, j'ai mieux gagné ma vie avec ce petit métier obscur que... vous avez un autre talent aussi peu connu, c'est que vous êtes peintre.
Vous aimez faire des paysages imaginaires et... Voilà, Tradition familiale, ça. C'est tradition familiale, oui, parce que mon grand-père, et surtout mon arrière-grand-père, Joseph Cabasson, qui a des toiles dans les musées de Provence, à Aix, Arles, Digne, Marseille, était un très grand aquarelliste. Mon grand-père aussi, mais mon grand-père était minotier de profession, et il avait du talent, mais il n'avait pas le génie de mon arrière-grand-père. Donc c'est allé décrescendo. Alors, je parlais tout à l'heure de réédition de ce premier ouvrage, La Troisième Empire. C'est aux éditions Le Trait. Vous les avez créées, cette publication, en 61. 1961, ça ne nous rajeunit pas. Il y en a eu 33 numéros, revue album, 33. Voilà. Hein. Il y en a 33. Et où est-ce qu'on peut... Donc c'est devenu une maison d'édition depuis, bien sûr. Comment on peut se procurer aujourd'hui vos ouvrages, et même vos œuvres en l'occurrence? C'est-à-dire, mes ouvrages, on peut évidemment les commander chez moi, déjà. Mais surtout, si on veut tous mes anciens albums et tout, on fait simplement une tape sur Amazon, livre, Pinatel, et tout pareil. Moi, vous voyez, il y a des albums que je n'ai plus. Même celui-là, je l'ai fait rééditer moi-même, mais pour le rééditer, je n'en avais plus. Donc je l'ai acheté par Amazon, je crois, ou Le Bon Coin. Et vous n'avez plus de cendrier, d'ailleurs, je crois. Les cendriers, non. Donc on lance un appel. Non, si vous avez un cendrier, envoyez-le nous. C'est ma fille, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. On sera très heureux de l'avoir. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée pour l'avoir, voilà. Bon, voilà, si vous avez des cendriers chez vous de Pinatel, vous ne nous les envoyez pas au visage, mais vous nous les envoyez directement par courrier. Merci. C'est la porcelaine, si ça tombait entre les mains de Madame Trévillers, ça peut dire. Voilà, exactement, il faut se méfier. Merci beaucoup, Pierre Pinatel, merci. Nous allons passer malheureusement à une actualité du monde des rapatriés moins joyeuse, dans laquelle on retrouvera votre personnage préféré, hein, c'est De Gaulle, et puis vous restez avec nous, bien évidemment, si vous souhaitez intervenir dans ce panorama et ces actualités que nous allons défiler ensemble. Symbole de courage, pied droit, reflet de volonté. Et voilà, maintenant nous allons passer à la page actualité de ce 9e numéro de Au Forum des Rapatriés, toujours avec Bernard Colle, bien évidemment. Bernard, tous les Français ont pu suivre dans les médias depuis le 13 septembre dernier une intense communication personnelle du chef de l'État autour de l'affaire Maurice Audin, et dans une moindre mesure tout de même sur les annonces mémorielles que devait faire Emmanuel Macron en faveur des harkis. Deux sujets qui a priori semblent contradictoires, deux façons aussi, semble-t-il, d'honorer, selon lui, toutes les mémoires de la guerre d'Algérie, et de lever, je le cite encore, les tabous de cette période de notre histoire qui rythme encore notre actualité d'aujourd'hui. Alors d'un côté, une victime qualifiée d'emblématique d'une guerre civile, de l'autre 100 à 150 000 morts pour raison d'État, bien sûr, entre guillemets. N'y a-t-il pas un déséquilibre flagrant dans la façon d'opposer finalement ces morts par la France à des morts pour la France? Alors, je pense que beaucoup de Français ont été, comme nous, surpris de la décision du chef de l'État de se rendre chez la veuve du militant communiste Maurice Audin, disparu le 11 juin 1957, pour reconnaître l'implication de l'armée française dans sa disparition. Alors une implication qui a été transformée immédiatement par tous les médias du pouvoir en responsabilité de l'État, en crime d'État, en crime contre l'humanité. Toute la presse officielle a salué le courage de M. Emmanuel Macron de briser ce tabou, ce tabou de la bataille d'Alger, un tabou, en fait, qui, depuis des décennies, n'est qu'un secret de polichinelle. Pouvez-vous nous rappeler toujours, je me mets toujours à la place des téléspectateurs qui n'ont pas vécu forcément ces événements, est-ce que vous nous rappelez rapidement, bien sûr, les circonstances de son arrestation, celle de Maurice Audin, et de sa disparition? Alors nous sommes en juin 1957, la bataille d'Alger a commencé en janvier, le 7 janvier 1957, par des attentats terroristes du FLN sur la population civile, donc des femmes, des enfants, des personnes âgées de toute origine, qu'elles soient arabo-berbères, européennes, juives, sont tuées, mutilées à vie par ces attentats. Fin mai, d'ailleurs, il y a eu un horrible massacre dans la population musulmane. C'est le massacre de Melouza et de Wagram, qui ont été comparés par Le Monde
à Oradour-sur-Glane. À Alger, le 1er juin, une bombe explose au casino de la Corniche, qui est un dancing très fréquenté par la jeunesse algéroise. Des jeunes, d'ailleurs, comme Maurice Audin, d'une vingtaine d'années, au village Poupin, comme Maurice Audin, qui vont être aussi massacrés et mutilés à vie. Maurice Audin, avec son village d'ange, est en fait un ange qui soutient une idéologie qui a fait plus de 100 millions de morts en 70 ans, c'est l'idéologie communiste. Alors, mais qui dirige alors le gouvernement français? Parce que qui a donné l'ordre finalement à l'armée d'empêcher la poursuite de ces attentats? Est-ce qu'on est dans une période de plein changement politique à ce moment-là? Tout à fait. Macron accuse l'armée d'être responsable de la disparition et de la mort de Maurice Audin, mais il faut quand même savoir que, d'un point de vue constitutionnel, l'armée est au service du pouvoir politique. Or là, le 21 mai 1957, le gouvernement Guy Mollet a été destitué, enfin, a perdu le pouvoir, et on est en phase de transition. Le 12 juin, c'est le gouvernement de Maurice Bourgès-Monory qui va remplacer le gouvernement de Guy Mollet, qui va durer uniquement jusqu'au 30 septembre 1957. Maurice Audin a été arrêté par l'armée, on l'a dit, le 11 juin 1957, donc aucun rapport avec le 13 février comme date. C'est un militant communiste clandestin. Le Parti communiste clandestin est alors interdit en Algérie par le pouvoir légal. Il est assistant de mathématiques à la faculté d'Alger. Il fait partie avec son épouse des réseaux de soutien actifs au FLN, principalement composés de communistes, qui sont désignés traditionnellement sous le nom de porteurs de valises, car ils assurent le transfert d'argent, le transfert de documents, mais aussi le transfert et la fabrication des bombes qui vont servir au FLN à massacrer la population civile. L'armée a reçu du pouvoir politique légal l'ordre d'arrêter ces attentats, de limiter évidemment la mort d'innocents. Maurice Audin est donc, d'un point de vue juridique, de nationalité française, c'est donc un traître à son pays qui est en guerre. En l'occurrence, son pays, c'est la France. Comme l'a dit d'ailleurs Éric Zemmour à une télévision, s'il avait été traduit devant un tribunal militaire, il aurait probablement été non pas fusillé, comme le dit Zemmour, mais guillotiné, comme le furent des dizaines et des dizaines de terroristes du FLN, qui n'ont pas été graciés par le chef de l'État, qui à l'époque était le président Coty, ni par les gardes des Sceaux, et tout le monde sait que François Mitterrand, par exemple, a refusé la grâce d'une cinquantaine de tueurs du FLN qui ont été guillotinés à la prison Barberousse à Alger. Alors, si je comprends bien, si je vous suis, par ce geste, le chef de l'État, Emmanuel Macron, légitime ce que vous appelez la trahison d'un Français contre le pouvoir, alors là, qui est légal et démocratique de la France, qui est à l'époque, il faut le rappeler, socialiste, et contre l'armée française qui est à l'époque, disons-le aussi, en guerre contre le terrorisme, celui du FLN. Quels arguments lui ont permis de faire ce geste surprenant, choquant, de la part d'un président de la République qui est constitutionnellement le chef des armées françaises? On a bien vu, quand il remontait sur la Jeep les Champs-Élysées, qu'il tenait beaucoup à son rôle, et qui devrait être aussi le protecteur des citoyens français. Alors effectivement, pour essayer de comprendre cette attitude absolument fascinante du chef de l'État français, il faut se référer à l'historien officiel de la guerre d'Algérie, qui est Benjamin Stora, qui, dans le journal algérien Al-Watan, en 2003, a expliqué que la guerre d'Algérie était une guerre civile, ce en quoi il a parfaitement raison, puisque tous les citoyens de l'époque étaient des citoyens français, de nationalité française, et que les sécessionnistes du FLN, comme les patriotes, avaient une carte d'identité française. La nationalité algérienne n'apparaîtra pour la première fois que le 3 juillet 1962. Mais pour Benjamin Stora, c'est aussi une guerre subversive et révolutionnaire, une guerre de libération d'un peuple opprimé par le colonialisme, et cela permet et justifie tous les crimes. D'ailleurs, beaucoup de Français se souviennent de la préface de Jean-Paul Sartre, du livre de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, paru en 1960, dans lequel il écrit « Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups.
supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Voilà comment un intellectuel aujourd'hui de renommée mondiale s'exprimait à l'époque, et on retrouve ça aujourd'hui dans les propos tenus par certains chanteurs, des rappeurs, qui, sur les médias publics, demandent à ce qu'on tue les bébés blancs, qu'on tue les parents, etc. Donc on est dans un cycle, à notre avis, très proche de celui de la guerre d'Algérie, et les enseignements de la guerre d'Algérie sont, à notre avis, très importants pour l'avenir de la France et la situation actuelle. Pierre Pinatel, je vais redonner la parole à Bernard Colle dans un instant. Comment vous regardez cette affaire Audin? Qu'est-ce que vous dessineriez dessus? C'est un sujet qui est tellement dur que je chercherai longtemps quelque chose. Je ne saurais pas vous dire. Je vois pas. Je n'ai pas un crayon assez puissant pour faire quelque chose qui soit un choc très... Et qu'est-ce que vous pensez à titre personnel de cette affaire À titre personnel, moi j'ai été rappelé en Algérie en 1956. J'ai vu pas mal... Il y a eu beaucoup de camarades qui sont morts quand même dans une petite ville comme Apt, simplement, qui est d'origine. Il y en a au moins un qui est mort, qui attendait d'ailleurs un enfant. Alors, des gens comme Audin, ils me sont tellement étrangers que... Voilà, je ne peux pas m'apitoyer sur son sort à lui. Quelles ont été les réactions des Français, Bernard Colle, et plus particulièrement des militaires directement impliqués dans cette accusation de crime de guerre, voire de crime contre l'humanité? Car pour les communistes, si l'on s'en réfère d'ailleurs, et vous me l'avez apporté parce que j'avoue franchement que je le finance, mais je ne l'achète pas, c'est l'humanité. Je dis je le finance parce que chaque contribuable donne à 50 centimes pour chaque exemplaire de l'humanité vendu, il faut le savoir quand même. Donc je le finance, mais je ne l'achète pas. Et dans l'humanité du 27 septembre, il n'y a pas une affaire Audin, mais il y a des milliers d'Audins qui ont été supprimés par l'armée française sur ordre du pouvoir légal. Voilà, des milliers de Maurice Audin, le fichier secret des disparus de la bataille d'Alger. On voit bien que le journal stalinien, embraye sur la déclaration d'Emmanuel Macron. Oui, Macron a médiatisé cette affaire le 13 septembre. C'est pas un hasard. C'est quelques jours avant la fête de l'Humanité. Une annonce d'ailleurs qui a été précédée par toute une série de communiqués d'un député de La République En Marche, le député Cédric Villani, qui demandait depuis des mois et des mois que le chef de l'État reconnaisse le crime d'État, le crime contre l'humanité envers Maurice Audin. Dès le 14 septembre, il y a eu de nombreuses protestations d'associations de rapatriés, d'anciens combattants, qui ont toutes été naturellement censurées par les médias officiels. Je ne voudrais pas toutes les citer, mais je pense qu'il y en a une qui est très symbolique de cette réaction. C'est celle du général Bruno Darry, que beaucoup peut-être de téléspectateurs de Téléliberté connaissent, qui est président du comité d'entente des anciens combattants, une association qui regroupe 1 500 000 anciens combattants. Et là, vous n'avez pas entendu dans la presse sa réaction. Voici ce qu'il écrit au président Emmanuel Macron. « Si cette démarche consistait à reconnaître les fautes de la France dans ce conflit, faut-il alors passer sous silence le désarmement de milliers de harkis, leur abandon sur ordre du gouvernement et enfin leur massacre par le FLN? Faut-il enfin revenir sur la guerre d'Algérie, qui reste une blessure vive dans la mémoire de l'armée française, avec ses 25 000 soldats morts pour une cause trahie, cette guerre perdue malgré une bataille gagnée, ces harkis abandonnés en dépit des promesses faites et la déchirure du putsch ». Je crois que le général Darry a bien résumé l'ensemble des réactions des anciens combattants. Côté rapatriés, évidemment, il y a eu aussi de nombreuses réactions à ces propos. Oui, je vois le journal Le Monde qui est lui aussi, bien évidemment, est dans le même ton que l'Humanité, ce qui n'est pas non plus une surprise, avec d'ailleurs la même image. Guerre d'Algérie, le geste historique d'Emmanuel Macron. Cette déclaration s'inscrit dans la tradition des décisions de reconnaissance historique, comme dans un autre registre, le discours de Chirac sur le Veldiv, le Parisien. Pourquoi Macron brise un tabou? Votre collectif a de son côté entrepris une action particulière ou pas?
Alors nous poursuivons la campagne que nous avons engagée en 2008 avec 62 associations de harkis, de pieds noirs et d'anciens combattants, la campagne Vérité et Justice pour les Français rapatriés. Et nous avons engagé de façon plus spécifique une campagne montrant la réalité de l'action de Maurice Audin. Et vous pouvez le voir à l'écran, ce sont tous ces enfants mutilés par les bombes de Maurice Audin, dont M. Macron n'est pas allé auprès des familles de ces victimes. Il ne s'est pas interrogé sur ce que sont devenus ces enfants qui sont traumatisés à vie ou mutilés à vie. Non, ils sont les laissés pour compte de l'histoire. Il faut écrire un nouveau mythe de la fraternité franco-algérienne, c'est-à-dire celle de M. Macron et de Bouteflika. On s'était vu dans un précédent numéro de Forum. Vous attendiez beaucoup de la venue du chef de l'État le 25 septembre dernier pour la 18e journée nationale en hommage aux harkis. Vous pensiez qu'il y avait une annonce qui serait faite. On disait d'ailleurs dans les couloirs du pouvoir qu'on allait enfin s'occuper des harkis, à part l'affaire et le cadeau Audin. Je n'ai pas vu, mais vous allez peut-être me dire le contraire, que de grandes déclarations et de grandes annonces. Non, alors Macron, effectivement, a annoncé le 19 août dans le journal du dimanche qu'il allait s'occuper des harkis, mais le 25 septembre, il était absent, il était aux États-Unis. Et c'est la secrétaire d'État aux anciens combattants, Mme Geneviève Darrieussecq, qui a fait une annonce très timorée de quelques mesures qui ont été rejetées par l'ensemble de la communauté harkie. Ce sont celles du rapport du préfet Sceaux, qui débloque simplement une enveloppe de 40 millions d'euros pour une population de plus de 100 000 personnes, c'est-à-dire de l'ordre de 100 euros par personne par an sur 4 ans. Voilà la générosité de la France actuelle, mais il y a 2 poids 2 mesures dans cette... on a l'impression que Macron essaye de contrebalancer l'action que nous avons menée depuis des années pour la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans les crimes qui ont été commis vis-à-vis des rapatriés, des harkis en particulier, par une action de la France, une action criminelle de la France envers les terroristes du FLN. On a le sentiment quand même que les actions de l'État, du chef de l'État, cherchent à contrebalancer les avancées obtenues depuis plusieurs décennies par l'action des Français rapatriés, d'ailleurs, et de leurs associations, aux crimes d'État et aux crimes contre l'humanité que vous dénoncez. L'État semble faire un peu quand même un contre-feu en accusant la France des mêmes crimes contre le FLN. Ça, c'est un peu la bataille des mémoires, ou la bataille des victimes. Aujourd'hui, la bataille des mémoires est devenue la bataille des victimes parce qu'on rentre dans une comptabilisation absolument incroyable. Donc des milliers de disparus de la faute de l'armée française. Et aussi, l'État algérien est en train de recenser l'ensemble des victimes de la colonisation depuis 1830 jusqu'à 1962. D'ailleurs, ce sera très intéressant de voir comment ils vont recenser les victimes de la répression du sétif du 8 mai 1945, répression qui a été menée par le général de Gaulle et par des ministres communistes. Mais qu'est-ce qui pousse réellement, qu'est-ce qui le pousse, Emmanuel Macron, à poursuivre cette politique? Eh bien, Emmanuel Macron est acculé quand même par 56 ans d'un mensonge français, selon la célèbre formule de Georges-Marc Benhamou, qui a écrit un livre démontrant l'impasse dans laquelle est aujourd'hui l'État français, et en fait, il est obligé de faire de la surenchère. Et les propos qu'il a tenus en Algérie, quand il était candidat à la présidence de la République, la colonisation est un crime contre l'humanité, une vraie barbarie, dont on a parlé dans les précédentes au Forum, et le contre-feu, effectivement, de ce que nous avons réussi à obtenir depuis une trentaine d'années, ce que les associations de rapatriés ont réussi à obtenir depuis une trentaine d'années. Alors on ne va pas faire le panorama exhaustif de tout ce long combat, mais simplement quelques dates. 1989, le timbre hommage aux harkis. 2001, la journée nationale hommage aux harkis. 2003, la journée en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie. 2005, la loi du 23 février qui reconnaît la colonisation positive, c'est-à-dire le rôle positif de la colonisation. Et en 2007,
Sarkozy reconnaît la responsabilité de l'État dans le massacre des Harkis. En 2012, François Hollande confirme cette responsabilité et il le fait publiquement le 25 septembre 2016. À un moment donné, il fallait qu'il y ait un contrepoids à cette avancée importante de la communauté rapatriée, puisque cette reconnaissance implique forcément une loi de réparation financière des victimes. Mais la nouvelle accusation que porte Emmanuel Macron, elle a pour lui quand même quelques avantages. Vous l'avez bien remarqué. Alors, l'accusation que porte Emmanuel Macron, évidemment, a d'énormes avantages pour la droite et la gauche de pouvoir. D'abord, il faut absoudre les crimes de De Gaulle. Donc, en reportant les crimes de De Gaulle sur ceux de la colonisation, on met de côté, effectivement, tous ces crimes. Emmanuel Macron vient de déclarer qu'il était gaulliste. Vous avez tous entendu ça à la radio. Il fait reporter les fautes du pouvoir politique sur l'armée, un peu comme en 1940. C'est exactement ce qui s'est passé. Il permet de justifier tous les crimes du FLN. Tous les crimes du FLN que n'importe qui peut découvrir sur Internet. Et il culpabilise les Français pour leur faire accepter cette immigration massive en les terrorisant aujourd'hui, puisque les Français n'ont plus tellement de moyens de s'exprimer. C'est la censure, on le voit dans le domaine de la caricature politique. Et surtout, ça va permettre de constituer un front commun pour les prochaines élections, les européennes et les municipales, entre la gauche et la droite de pouvoir. Ça, c'est votre point de vue. Vous pensez que, comme De Gaulle, il faut qu'Emmanuel Macron il aille vite parce qu'il a des échéances électorales importantes qui arrivent. Est-ce que l'Algérie, de son côté, elle a annoncé qu'elle allait recenser toutes les victimes de la colonisation depuis 1830 jusqu'en 1962. Est-ce que vous pensez quoi de cette annonce ? Alors, il n'y a pas que l'Algérie qui recense toutes ces victimes, on le voit en France. C'est la France qui a lancé le mouvement avec les victimes de la répression lors de la bataille d'Alger. Et tout ceci remonte au 18 décembre 2014. Pour la dernière fois, j'assistais à une réunion officielle avec notre ministre de l'époque, qui était Jean-Marc Todeschini. Et au cours de cette réunion, il a annoncé que la France et l'Algérie avaient créé un comité de très haut niveau, c'est-à-dire un comité ministériel, de façon à résoudre toutes les difficultés mémorielles entre la France et l'Algérie, dont le problème des disparus. Alors nous, évidemment, en tant que rapatriés, on a pensé que c'était les disparus d'Oran, les milliers de personnes qui ont été enlevées après le 19 mars 62. Pas du tout. Pour lui, c'était les disparus algériens, évidemment, et on en voit aujourd'hui la réalité médiatique qui est en train de s'étaler dans toute la presse du pouvoir. Pour la guerre d'Algérie, que représente le bilan des victimes ? Alors le bilan des victimes, il est en défaveur du FLN, parce que tous les historiens, évidemment c'est un comptage qui a été fait malheureusement depuis très longtemps, là aussi c'est un secret de Polichinelle, grosso modo 150 000 Algériens ont été tués soit en combattant du FLN, soit en terroristes lors de la bataille d'Alger et des autres batailles dans les villes, mais il faut voir aussi que 20 à 25 000 Algériens ont été liquidés en purge interne, que ce soit des gens du MNA ou des purges internes au FLN. Côté français, on peut estimer quand même à 200 à 220 000 morts, que ce soit des morts Français musulmans de l'ordre de 60 000 ont été assassinés par le FLN, 4 000 pieds noirs, 16 000 militaires en cours d'opération militaire, et puis évidemment les 100 à 150 000 harkis et leurs familles qui ont été massacrés après le 19 mars 62. Côté blessés, c'est de l'ordre de 30 à 40 000 personnes qui ont été blessées plus ou moins sérieusement, dont des personnes malheureusement mutilées à vie, qui souffrent encore aujourd'hui des séquelles de cette guerre. En ce qui concerne dans les morts pour la France, il y a aussi les victimes des polices parallèles, notamment gaullistes, de 60 à 64 quasiment. Alors effectivement, Macron a mis le doigt dans un engrenage qui est un engrenage qui risque de l'entraîner assez loin, parce que l'armée française, à partir du 19 mars 62, s'est retournée contre les Français d'Algérie avec des polices parallèles qu'on a appelées à l'époque les barbouzes, les ancêtres de M. Benalla. Et il y a eu la tuerie du 26 mars 62, une semaine après les accords d'Évian. Et il y a eu les disparus, notamment les disparus du 5 juillet 62 à Oran. Eh bien, toutes les familles de ces victimes sont en droit d'écrire à M. Emmanuel Macron
pour leur demander des comptes sur ces victimes mortes par la France et non pas pour la France. J'ai vu d'ailleurs une lettre, je crois que c'est Madame Simone Gauthier, Oui. dont le mari a été tué lors de la tragique fusillade du 26 mars 62. Eh bien, elle a fait une lettre ouverte adressée au chef de l'État. Alors cette lettre, vous allez l'entendre, lue par Madame Simone Gauthier, mais avant, je rappelle brièvement, si vous voulez, le contexte du 26 mars 62. Les accords d'Évian ont été signés, comme je l'ai dit, une semaine avant. Le quartier de Bab el-Oued s'est révolté contre ces accords. À Bab el-Oued, il y a quand même 70 000 habitants. Le quartier est bouclé par l'armée pour l'affamer. Une manifestation pacifique est organisée par les autres Algérois pour venir en aide, apporter du pain et de la nourriture à leurs compatriotes bloqués dans Bab el-Oued. Les tracts de l'OS en témoignent à l'époque. Mais le pouvoir organise une nasse qui va faire converger l'ensemble de ces manifestants, qui sont plusieurs milliers, vers la grande poste d'Alger, où là, un barrage de militaires français va tirer dans la foule au fusil mitrailleur et va tuer de l'ordre de 80 personnes et faire 200 blessés, souvent des mutilés à vie. Je vous propose, Pierre Pinatel et Bernard Colle, d'écouter cette lettre de Madame Simone Gauthier tout de suite. Monsieur le Président de la République, dans l'affaire Audin, comme disent les journalistes, le corps du disparu n'a pas été retrouvé. Mais ce n'est pas un inconnu. Dans l'affaire du 26 mars, les corps sont retrouvés, massacrés, mélangés, certes, les chairs éclatées, jetées en vrac à la morgue de l'hôpital Mustapha, mais ils sont là. Dès leur arrivée, ils furent dénudés et rendus bien propres, bien lavés de tout ce sang, bien rangés les uns sur les autres, sur les tables et même par terre, bien alignés, chacun cherchant les siens, tirant par les pieds quand il en restait, hurlant en découvrant le visage fracassé. C'est vrai qu'au début, on pataugeait dans le sang, et tout ce sang sur soi reste indélébile. Je n'insisterai pas sur tous ces détails désagréables. Mais tout de même, là, quelle chance pour les familles. Ils étaient là, pas entiers, mais là. Les ambulances, déjà sur place, avaient fait du bon travail, du bonheur, en somme, malgré nos pleurs et nos cris. Et l'État français, sans doute par compassion devant cette douleur, jeta à la rue, en pleine nuit, hors de l'hôpital, abandonnant leurs morts, ces familles dont je faisais partie. Quelle douleur, alors que chacun était si heureux d'avoir récupéré son mort et de finir la nuit près de lui. Mais c'était pour notre bien. Ils furent mis en bière en pleine nuit, dans un couvre-feu absolu, dans une interdiction absolue de la présence de leur famille, afin de nous épargner cette douleur, par charité chrétienne sans doute. Ces cercueils plombés ont été dispersés dans les différents cimetières de la ville, et les familles couraient un peu partout pour retrouver son mort, enfermé dans une boîte, posée là, plombée. Il y avait un nom sur une étiquette. À prendre ou à laisser, s'il me pardonnait ce vécu. Personne ne sait encore aujourd'hui si celui qu'on a mis au fond du trou, creusé à la va-vite dans la nuit, personne ne sait si celui-là, c'est bien le sien. Dans l'affaire du 26 mars, on a fait disparaître les morts. Et puis le temps a passé, et l'affaire du 26 mars est restée enfouie sous toutes ces années de plomb, ce grand silence de l'État qui se fait déni. Que le temps passe, ma foi, il ne s'est rien passé, et les morts ont disparu, et de plus, forcément, sont devenus des inconnus. Lui, le mien, qui a mis sa vie au service des autres, l'inconnu du 26 mars. L'État est un grand magicien. Ou alors, l'affaire du 26 mars est d'un tout autre poids que l'affaire Audin. Au fond, mon courrier pourrait se résumer en une seule phrase. Pour quelle raison vous nous promenez avec l'affaire Audin?
Mais l'affaire Audin provoque néanmoins ma demande. Je veux être sûre d'avoir retrouvé le corps de mon mari dans cette boîte remise plombée, sans que me soit donné le temps de lui dire que mon amour restera plus fort que sa mort, sans un dernier baiser. Est-ce que cela vous parle? Alors je veux savoir sur la tombe de qui, chaque année, je dépose ces fleurs. Je souhaite qu'une autorisation me soit donnée pour faire une recherche ADN. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, et salutations très respectueuses. Voilà, un témoignage bien évidemment émouvant. Le 5 juillet 62 a été aussi un jour de deuil pour les Français d'Algérie. À la télévision israélienne, parce qu'il y a de nombreux rapatriés d'Algérie qui sont en Israël, a diffusé un court reportage sur le sujet. Est-ce qu'on peut regarder ensemble une partie de ce documentaire ? Alors tout à fait, ce reportage est assez extraordinaire parce qu'il est très complet, très court. Il va compléter le film de Georges-Marc Benamou qui va sortir prochainement sur le témoignage de 29 victimes du 5 juillet à Oran. Nous vous proposons effectivement de regarder ce bref reportage qui est vraiment très bien fait. On va regarder un extrait. La guerre est terminée depuis plus de 3 mois. L'armée française a arrêté toute action militaire. Des dizaines de milliers d'Algériens se dirigent vers le centre-ville. À 11h, un coup de feu retentit. Un signal qui annonce le début du carnage. Les premiers à mourir sont les Européens. On tire, on lapide, on égorge. À une cinquantaine de mètres de la place d'Armes, les soldats français dans leur caserne respectent les instructions et n'interviennent pas. Au milieu du chaos, des Algériens musulmans vont sauver des vies, mais au total, entre 700 et 1200 sont assassinés ce 5 juillet 1962. Symbole de courage, pied noir, reflet de volonté. Tous ces crimes d'État, ces crimes contre l'humanité, plus personne ne les conteste. Pensez-vous que dans son prochaine intervention en faveur des harkis, Emmanuel Macron brisera finalement alors là aussi un tabou connu de tous ? Alors le tabou à briser, c'est le tabou du mythe du général de Gaulle. C'est le tabou de tous les crimes qu'il a commis en Algérie. Des crimes qu'il a commis plus particulièrement en Algérie. Alors ces crimes sont dénoncés non seulement par les rapatriés, mais aussi par toute la gauche, que ce soit Jean Lacouture, Jean Daniel, Raymond Aron, Dominique Schnapper, Safi, la Ligue des droits de l'homme, la LICRA, le MRAP, tous ces gens-là dénoncent ces crimes, et les témoignages de Hervé Bourges, Jean-Pierre Chevènement, Alain Krivine et bien d'autres confirment la réalité de ces crimes. J'ai rencontré de façon tout à fait imprévue Madame Dariussec dans les couloirs des Invalides le 26 septembre. Je lui ai rappelé que si elle ne contribuait pas à l'expression de cette vérité historique, elle risquait de devenir la complice d'un crime contre l'humanité. Elle a simplement haussé les épaules et elle est partie. Et toutes les associations de rapatriés et de harkis demandent désormais donc une loi de reconnaissance de la responsabilité de l'État dans une réparation qui ne soit pas une simple aumône. Vous avez évoqué le chiffre de 100 € par an pendant 4 ans. La responsabilité est acquise avec la déclaration du 25 septembre 2016 du président François Hollande. Le dernier point de blocage, il est encore et toujours financier. D'un autre côté, Bernard Colle, la France, elle n'a plus d'argent. Alors, c'est ce que l'on dit pour les rapatriés, mais quand il s'agit de la SNCF, on trouve du jour au lendemain 35 milliards d'euros sur 3 ans. Nous, les calculs qui ont été faits par nos experts situent à peu près la dette de l'État, le solde de la dette de l'État à 42 milliards d'euros. Ces 42 milliards d'euros, nous proposons de les répartir sur 15 à 20 ans grâce à la rente viagère, qui est une formule qui a déjà été utilisée dans les lois précédentes, parce que c'est une population qui a beaucoup vieilli. La plupart des gens sont à la retraite ou vont être à la retraite. Et ce qu'ils demandent, ils ont des petites retraites. Ce qu'ils demandent, c'est un complément de façon à pouvoir avoir une vie plus digne que celle qu'ils ont actuellement. Donc nous avons lancé une campagne. Nous avons envoyé une lettre aux plus grands économistes français, à M. Jacques Attali, à Nicolas Bavérez, à Mme Agnès Verdier-Moulinet, à bien d'autres, et évidemment à Emmanuel Macron, qui est lui-même un financier, pour leur dire: est-ce que la France peut payer cette dette? Si oui, combien peut-elle mettre et sur quel laps de temps? Donc voilà, c'est une question relativement simple à laquelle d'ailleurs chacun peut répondre. Parce qu'aujourd'hui, l'État n'aligne que 100 € par an
par harki, alors que pour un émigré, le coût payé par émigré par an est de 6 400 €. Donc, nous attendons les réponses des économistes. Le 25 septembre, vous avez lancé un appel aux leaders politiques pour qu'ils viennent témoigner leur solidarité aux harkis à l'occasion de la cérémonie officielle. Quelles ont été les personnalités qui sont venues ce jour-là? Eh bien, écoutez, on en a vu qu'une. On a vu que Marine Le Pen, qui est venue apporter son soutien aux harkis. Elle a été d'ailleurs très bien accueillie, comme vous allez pouvoir le voir dans ce reportage d'ailleurs que Télé Liberté a déjà diffusé dans le journal télévisé du 27 septembre. Marine Le Pen apporte des réponses précises aux questions que nous lui avons posées. Deux personnalités, deux ambiances. Il y a 2 semaines, le président de la République Emmanuel Macron rendait hommage à un terroriste communiste, Maurice Audin, membre du Parti communiste algérien et collaborateur du FLN. Mardi, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a, de son côté, profité de la journée nationale d'hommage aux harkis pour apporter son soutien à ceux-ci, aux invalides à Paris. Une manière de marquer un peu plus sa différence avec le chef de l'État. Une différence qui puise ses racines à la création du Front National, une formation politique qui a toujours pris le parti des harkis et des rapatriés en général. Vous savez qu'on a été aux côtés des harkis depuis toujours. Voilà, on ne peut pas dire mieux, depuis toujours. On ne leur a jamais manqué, on a toujours été à leur côté, défendu leur cause. Nous continuerons à le faire. J'avais fait toute une série de propositions en 2017. Nous continuerons à porter ces propositions. Et Gilbert Collard a déposé lui-même au sein de l'Assemblée nationale une demande pour que l'Assemblée nationale reconnaissent encore une fois la responsabilité du gouvernement. Nous allons donc continuer à porter cette proposition et à nous battre pour qu'elle aboutisse. Une volonté de reconnaître l'histoire des harkis qui déteint avec l'épisode présidentiel Maurice Audin, un épisode qui ne passe pas pour Marine Le Pen. Le président de la République a cru devoir exprimer son pardon à l'égard de la trajectoire de M. Audin et évidemment les harkis ont légitimement pris cette décision reçu en tout cas cette décision avec une grande violence. Donc oui, c'est vrai qu'il faut reconnaître le drame des harkis dont le gouvernement français porte la responsabilité, pas la France. Le gouvernement français de l'époque porte la responsabilité. Et il faut faire, encore une fois, un vrai acte de publicité à la manière dont les harkis ont été accueillis, à la manière ignominieuse dont ils ont été traités, et en tirer les conséquences. Une reconnaissance des harkis qui pourrait passer par une loi de dédommagement. Le gouvernement actuel a d'ailleurs promis une enveloppe supplémentaire de 40 millions d'euros pour les harkis et leurs descendants. Mais pour la présidente du Rassemblement national, cette mesure n'est pas à la hauteur et surtout, elle doit être accompagnée d'actes concrets. Donc ces mesures, encore une fois, ne sont pas à la hauteur. Et moi, je note qu'il y a un certain nombre de plans de formation, d'accompagnement à l'emploi qui ont été effectués dans les années précédentes et qui en réalité n'ont pas été mis en œuvre. Donc on fait des annonces, mais on ne met pas en place les conditions pour que le peu d'annonces qui ont été faites soient efficientes, soient efficaces. Depuis la campagne présidentielle et sa sortie remarquée lorsqu'il avait assimilé la colonisation de l'Algérie à un crime contre l'humanité, Emmanuel Macron n'en finit plus de revenir sur les événements historiques avec un souci de ménager la chèvre et le chou, en l'occurrence les terroristes pro-FLN et les harkis contraints de quitter leur propre pays. Pour Marine Le Pen, l'absence d'Emmanuel Macron à la cérémonie d'hommage rendue aux harkis relève tout bonnement d'une forme de mépris. C'est une forme de mépris, je crois que clairement, après le pardon à M. Audin, le fait qu'il ne soit pas là aujourd'hui est quand même la démonstration qu'il traite ses affaires par-dessus la jambe. Un mépris à l'égard des harkis qui s'inscrit dans la continuité des prédécesseurs de l'actuel locataire de l'Élysée. Emmanuel Macron, qui disait vouloir réconcilier les mémoires fracturées, semble aujourd'hui bien loin du compte. La puissance du système semble si forte que beaucoup de nos compatriotes semblent désarmés, impuissants. Que doit-on faire? Que peut-on faire selon vous? Eh bien écoutez, laisser faire, c'est accepter évidemment cette situation, celle qu'on présente comme le sens de l'histoire. Ce que nous proposons, c'est, en dehors de pousser de temps en temps un coup de gueule, c'est d'essayer de s'organiser. Et la Constitution française permet de s'organiser de façon relativement efficace. Il suffit de respecter simplement les droits qui sont ceux du citoyen, et notamment les principes
qui sont la base de la Constitution française aujourd'hui. Et concrètement, que proposez-vous déjà dans le domaine dont vous vous occupez, c'est-à-dire celui des Français rapatriés? Dans le domaine des Français rapatriés, vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous proposons une loi. Car en France, tout passe par des lois. On le voit actuellement avec la bataille pour la PMA. Nous avons notre bataille pour une loi, la loi Vérité et Justice pour les Français rapatriés, qui a été déposée à l'Assemblée nationale en 2014, car une loi, selon la Constitution, doit être l'expression de la volonté générale. Elle ne doit pas être le fruit d'un petit groupe qui travaille en catimini dans son coin. Mais c'est vrai que vous rappelez souvent que la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. À la veille du 60e anniversaire de la Constitution de la Ve République, ça ne vous a pas échappé, ce titre principe fondamental a-t-il été traduit dans la réalité politique quotidienne? Alors, le peuple, d'abord, il faut définir ce qu'est le peuple aujourd'hui. À l'époque de la Révolution française, c'était le tiers-État. Mais aujourd'hui, le peuple, c'est quelque chose de beaucoup plus hétérogène, dans lequel il y a 20% au moins d'un apport extérieur. Le peuple ne vote plus parce qu'il est déçu par les partis politiques. Dans beaucoup d'élections, il y a 20 à 70% des gens qui ne votent pas. Donc on peut considérer qu'aujourd'hui, la représentation nationale n'est plus légitime. Le cas de Macron, d'ailleurs, est symbolique. Au premier tour, il a fait 17%. Au deuxième tour, il a bénéficié d'un vote de rejet, mais avec plus de 35%, 36%, je crois, d'abstention. Bernard, nous sommes amis. Je vais vous dire une vérité. La force de la Ve République, elle repose sur le principe de, vous appelez ça la monarchie républicaine. Le président de la République, il est le décideur de tout. C'est bel et bien Jupiter pendant 5 ans. Et même si cette situation ne satisfait pas les Français, eh bien, néanmoins, il en est ainsi. Il est là et c'est pour 5 ans. Oui, il est là pour 5 ans, mais le peuple est souverain en France. Le gouvernement, c'est le titre 1, pardon, l'article 2 de la Constitution française. Le gouvernement de la France est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est une idée qui a été reprise par beaucoup de partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite. L'idée de la Ve République arrive à terme. Il faudrait peut-être que les Français se penchent sur une 6e République. Il y a déjà M. Arnaud Montebourg, M. Mélenchon, le Parti communiste. Le Front National, d'ailleurs, utilise ce thème, le pouvoir du peuple, représenter le peuple. Ça représente une majorité qui pourrait lancer le débat sur la 6e République. Je suis sûr que vous avez des idées pour votre 6e République. Je suis sûr que vous savez ce que vous verriez comme changement. La 6e République est quelque chose qui est absolument nécessaire, car il y a 2 pouvoirs qui ne sont pas constitutionnels. Le pouvoir des médias et le pouvoir de l'argent. Je vais prendre un exemple simple. Tous les Français payent, enfin pas tous, mais ceux qui payent la taxe d'habitation payent 139 € de taxes audiovisuelles. C'est l'État qui paye pour vous les chaînes publiques. Mais rien n'interdit une loi qui permettrait directement à chaque Français de financer, par exemple, Télé Liberté ou d'autres médias, les chaînes publiques en premier, mais aussi les chaînes privées, par le biais d'un impôt qui soit directement versé. De même pour les partis politiques, il n'y a aucune raison que ce soit l'État qui redistribue l'argent des contribuables. Le domaine de la volonté populaire ne peut s'exprimer que si le vote est obligatoire et si le vote est à la proportionnelle. Les seules élections en France qui traduisent le sentiment des Français, ce sont les élections européennes, où là le vote est à la proportionnelle. Et puis évidemment, on pourrait penser qu'un élu ne peut pas être élu, enfin un président de la République par exemple ne peut pas être élu s'il n'a pas montré auparavant qu'il avait été choisi par les Français, qu'il avait au moins un mandat de type sénateur, député ou maire, etc. Donc on voit qu'il y a tout à fait de nombreuses possibilités, et notamment au niveau des lois. Il faut que les lois viennent du peuple, c'est-à-dire comme nous on l'a fait avec la loi Vérité et Justice pour les Français rapatriés, car en finale, tout se termine non pas par des chansons en France, mais dans le domaine politique par des lois. Symbole de courage, pied droit, reflet de volonté.
On va passer, si vous voulez bien, à la vie de la communauté pour terminer ce 9e Haut Forum des rapatriés. Déjà, la fin de cette émission et l'évocation quand même de manifestations importantes. Je pense par exemple, le 26 septembre dernier, le Secours de France remettait le prix Clara Lanzy à Boualem-Sansal. Très belle manifestation à laquelle vous avez assisté, bien sûr. Oui, alors cette manifestation avait lieu, comme d'ailleurs la veille... La rencontre au Major Harquis, le cocktail de la rencontre au Major Harquis dans les salons, dans le salon d'honneur de l'Hôtel des Invalides. Que vous n'avez pas quitté, donc? Je n'ai pas quitté, donc j'ai dormi sur place. Le prix Clara Lanzy a été remis à Boualem-Sansal. Bon, tout le monde connaît cet écrivain algérien, qui est quand même très courageux, puisqu'il dénonce, vous allez le voir dans ce petit extrait, tous les crimes du FLN. Alors d'un côté, on a un président de la République qui honore les poseurs d'attentats du FLN et leurs complices. Et là, on a un Algérien qui vient en France, qui est accueilli par une association dont la vocation a toujours été de défendre les partisans de l'Algérie française. Et je trouve que c'est un beau symbole que nos amis téléspectateurs vont pouvoir découvrir en quelques minutes par cet extrait. Et en exclusivité. Le Secours de France est heureux de vous accueillir dans ce cadre prestigieux, si chargé d'histoire, et de pouvoir y remettre à Boualem-Sansal le prix Clara Lanzy du nom de sa fondatrice. Alors, il est un peu étonnant, il peut paraître étonnant, qu'une association qui a été créée pour venir en aide aux victimes de la fin tragique de l'Algérie française, et en particulier des Harquis qui avaient fait le choix de la France, remette son prix à un écrivain algérien. Votre présence ce soir tient, je crois, au fait que vous avez compris que ceux qui luttaient pour bâtir une Algérie nouvelle et fraternelle où toutes les communautés auraient pu vivre en paix, selon le propos de notre ami Émile Saint-Marc, aimaient votre pays de soleil. En vous remettant ce prix, nous avons souhaité rendre hommage, d'abord au courage de l'homme libre que vous êtes, même si je sais que vous préférez le mot de dignité à celui de courage. Aux lanceurs d'alerte contre la menace que font peser sur nous l'islam et la mondialisation, et qui s'efforcent de secouer la démission des élites, selon vous, la plaie de ce siècle. À la verve ensuite du poloniste, et puis à l'un des grands écrivains de langue française d'aujourd'hui, l'enfant de Bellecour à Alger, si proche d'Albert Camus. Cher Boualem-Sansal, vous avez choisi de résister par l'écriture. Soyez certain que votre parole porte. Je ne sais pas si c'est au prix de beaucoup d'efforts, comme vous le disiez, mais elle est efficace. Alors, continuez d'écrire, la vieille France vous le demande et vous en remercie. Que l'Algérie française était prête pour une grande aventure humaine dans l'indépendance et la coopération avec la France, qui aurait fusionné en elle toutes les identités de la Méditerranée qui étaient déjà présentes sur son sol, identités françaises, berbères, juives, arabes, espagnoles, grecques, italiennes, maltaises, turques, africaines. Que cette terre était généreuse. Elle pouvait à elle seule devenir cette union de la Méditerranée que d'éminentes personnalités des deux côtés de la mer ont appelé de leur vœu. Bon, Camus. Ce regret est une douleur d'autant plus grande qu'aujourd'hui, 2 guerres plus tard, nous avons sous les yeux l'image d'une Algérie martyrisée, brisée, sclérosée, qui sombre dans l'ignorance, le fanatisme, la corruption, la désintégration. Et que de l'autre côté, nous avons l'image d'une France minée par l'islamisme et l'incurie des élites qui se regardent dans le miroir des communicants et des publicitaires. Ils regardent une France toute heureuse d'être si bonne et si belle. Face à cela, nous qui nous voulons conscients, il nous appartient de garder la mémoire de cette histoire naissante qui pouvait devenir une success story et de la transmettre à la génération qui vient. Et en même temps, il nous revient d'essayer, bien que cela soit impossible,
après le mal que le FLN et l'islamisme nous ont causé, de poursuivre sous d'autres formes cet accouchement inachevé. Faisons que nos enfants, qui pouvaient devenir des frères de sang et de sol, soient demain les meilleurs amis du monde. C'est notre façon d'honorer notre longue histoire commune, toute notre histoire, dans toutes ses vérités, les bonnes et les mauvaises. Nous sommes assez grands pour tout entendre et tout mettre en perspective. Après 30 années de dictature du FLN maudit et de son double, le fils maudit, le fils Front islamique du salut, l'Algérie est aujourd'hui menacée d'éclatement et de disparition. Elle ne tient encore que par la corruption massive que le régime de Bouteflika entretient pour maintenir un semblant d'État, ceci grâce à la rente pétrolière dont une grande partie est captée par les dignitaires du régime et les oligarques qui leur servent de prétendants. Mais la rente pétrolière n'est plus ce qu'elle était. Elle a fondu. Une nouvelle guerre civile est en route. La France en sera immédiatement et très durement touchée. Vous savez cela. Vous le craignez. Mais il est bon de le répéter. S'agissant de la France, il faut ouvrir les yeux et constater qu'elle n'est plus vraiment la France. Chaque jour, l'islam, dans ses versions radicales, wahhabites, salafistes et djihadistes, s'enhardit, et telle une meute harcelant sa proie, ses troupes lui arrachent un morceau de chair par-ci, un autre par-là, pendant qu'elle se vide de son sang. Et vient le moment, et nous y sommes, où la proie cesse de se débattre. Elle accepte l'inéluctable. Je ne veux pas jouer les Cassandres, mais je me suis fait une conclusion que je voudrais partager avec vous. Je vous la donne en 3 points. Nous sommes en danger et on passe d'être vaincus. L'état mortifère dans lequel se trouve l'ensemble du monde musulman est là sous nos yeux pour nous dire ce qui nous attend et qui déjà atteint nos banlieues. 2. Pendant que l'ennemi nous fait une guerre totale, vos dirigeants, nos dirigeants et vos élites s'inventent des motifs très faibles, très nobles plutôt, pour se dérober. 3. La France laïque est la cible numéro 1 et le maillon faible, l'islamisme s'y investit à fond. Merci à vous pour le prix. Merci d'être venu m'entendre. Symbole de courage, pied noir, reflet de volonté. Dans les dates à venir, il y a les commémorations régulières, avec aussi peut-être des événements peut-être un peu plus inattendus. Alors on risque d'avoir encore quelques surprises, parce qu'avec Emmanuel Macron, on ne sait pas quelle date il va choisir du calendrier pour commémorer. Alors déjà, il y a le 60e anniversaire de la Constitution. Il a annoncé qu'il allait commémorer cette... C'était le 4 octobre. C'est le 4 octobre. C'était. Il y a le 16 octobre, Notre-Dame des Lorette, le soldat inconnu de la guerre d'Algérie, suivi du 17 octobre, qui est le génocide bien connu sur la Seine, où la répression gaulliste a tué, paraît-il, 200 à 200 partisans du FLN. Il y a la Toussaint Rouge, le 1er novembre. Enfin bref, Emmanuel Macron a largement de quoi commémorer. Il y a le 5 décembre. Et donc on ne sait pas à quelle date il va annoncer ses mesures en faveur des rapatriés. La presse parle du 5 décembre, parle du Panthéon. Alors qui va-t-il mettre au Panthéon? Bref, si vous avez des informations sur ce que compte faire Emmanuel Macron dans les mois à venir, elles sont les bienvenues à Télé-Liberté et à Jeune Pied Noir. Alors, ce que nous savons, Pierre Pinatel, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous faites depuis 60 ans. Vous continuez à dessiner et bien évidemment, on retrouve vos dessins, y compris sur Internet, gratuitement. Voilà, j'ai le site, ça me permet un peu de me défouler, déjà. Et d'avoir votre fan club, y compris dans la rédaction de TV Liberté. Voilà, Merci beaucoup Pierre Pinatel, bonne continuation. Et puis bien évidemment, on ne peut pas terminer notre émission, comme d'habitude d'ailleurs, par un rapide panorama des revues et médias de la communauté rapatriée et amis. Et bien évidemment, Bernard, vous êtes à la manœuvre. Alors, dans ce monde invisible de la presse rapatriée, au forum, nous avons l'habitude de
présenter quelques-unes des revues, mais je voudrais aussi rappeler que grâce à Internet, nous avons une revue de presse quotidienne qui est animée par un pied-noir qui s'appelle Jean-Louis Granier, et des bulletins d'information aussi qui sont très précieux. Ce sont les bulletins d'Hervé Cuesta. Mais les revues de la rapatriée, elles sont nombreuses. Vous en voyez quelques-unes à l'écran. La revue de l'Amicale de Saint-Cloud, les Pieds-Noirs de la Côte Basque, l'Écho de l'Oranie, et puis des revues amies comme La Voix du Combattant, l'excellente revue de géopolitique de Pascal Gauchon, la revue Conflit, avec ses numéros spéciaux sur la Chine et sur le Brésil, ainsi que sur la prochaine guerre mondiale. Donc c'est un thème intéressant. Et puis je voudrais faire une mention particulière, cette fois-ci, pour une revue exceptionnelle, Pieds-Noirs d'hier et d'aujourd'hui, dont le premier numéro apparu en 1988. La couverture représentait d'ailleurs la fille d'un de nos amis, Julie Pietri, de notre ami Pietri. Et cette revue est animée donc depuis 1988 par Jean-Marc Lopez. Il était soutenu par ses parents. Et nous rendons un petit hommage aussi à ces Pieds-Noirs qui se dévouent en permanence dans l'anonymat. Et nous tenons à saluer les parents de Jean-Marc Lopez qui malheureusement viennent de disparaître. C'était des vrais symboles de la communauté rapatriée, présents à toutes les manifestations, fidèles à tous, fidèles propagandistes de toutes les revues, de tous les contacts, organisateurs aussi avec Jean-Marc de grandes manifestations comme le 30e anniversaire des rapatriés d'Algérie à Vincennes et le 35e anniversaire des rapatriés à Marseille. Vous verrez d'ailleurs dans le prochain numéro de Pieds-Noirs et d'aujourd'hui 2 pages d'annonces concernant justement l'affaire Maurice Audin et la vérité sur Maurice Audin. Donc soutenez toutes ces revues, aidez-les, car sans elles, la communauté rapatriée n'a pas de moyens, en dehors au Forum des rapatriés et de Télé-Liberté, n'a pas de moyens d'information au niveau national. Merci beaucoup Bernard Colle, bien sûr, on s'associe à cet hommage que vous venez de rendre au Lopez. Et puis on se retrouve pour le 10e numéro, ça sera dans quelques mois, mais il faudra venir avec un gâteau et du champagne, non? J'espère qu'on arrivera jusqu'au 33e numéro comme notre ami Pinatel un jour. Rendez-vous au numéro 10. Merci Pierre Pinatel, merci Bernard Colle. Merci Martial. Symbole de courage, Pieds-Noirs, reflet de volonté. Toute confession, sans distinction, fils de pionniers. Pieds-Noirs, c'est notre seul bagage. Pieds-Noirs, voilà notre fierté. Rien ne pourra faire oublier